Bonjour Sébastien Ménesplier. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Merci Sébastien d'avoir accepté notre invitation. Sébastien, tu es le secrétaire général de la Fédération nationale de la CGT des mines et énergie. Tu es aussi détaché pour ça d'ailleurs, pour tes fonctions syndicales d'EDF. Tu travailles dans une centrale nucléaire du Blayais en Gironde. On avait envie de revenir avec toi sur un sujet qui ne fait pas vraiment l'actualité en ce moment et pourtant qui pourrait avoir des conséquences importantes pour l'entreprise EDF. Je parle du projet Hercule. Déjà, rien que le nom donne un peu à voir l'immensité du projet. On va y revenir évidemment, mais d'abord, comment elle se porte l'entreprise EDF? Bonjour à tout le monde et puis merci de me donner l'occasion de pouvoir m'exprimer en effet sur un projet de société parce que c'est vrai que Hercule pourrait comment dire, enfin nous fait d'ailleurs doucement rigoler quand on a sorti ce nom-là. Mais ça n'a rien de rigolo malheureusement sur le contenu qui en découle et en fait l'objectif de ce projet en tant que tel, c'est aujourd'hui de Avant intégrer d'en venir l'entreprise sur le EDF. projet en tant que tel, peut-être juste d'abord un mot sur le contexte EDF. Oui. Comment se porte cette entreprise? Est-ce que les finances vont bien? Est-ce que Non, l'entreprise se porte pas bien du tout depuis que le marché de l'électricité a été libéralisé. Mhm. Et EDF aujourd'hui, face à une concurrence déloyale et non faussée, a du mal à s'en sortir. Il est vrai qu'on a, depuis 2010, affaire à une loi qui a été votée, qui organise le marché de l'électricité en France et qui malheureusement déstabilise totalement l'entreprise EDF face à ses concurrents. Et d'ailleurs, EDF, via sa production d'électricité nucléaire, se doit de vendre de la production d'électricité à base de nucléaire à ses concurrents au prix de 42 euros. Et malheureusement, pour EDF, ce prix qui est lié à une loi qui s'appelle la loi Nommé, et en fait, ça correspond au prix de l'Arenh, c'est le prix du nucléaire historique. Donc, en fait, ça place EDF dans une situation très compliquée. Pourquoi? Parce que quand l'électricité est moins chère à la bourse, puisque malheureusement, c'est devenu le marché, hein, l'énergie, c'est plus un bien vital pour nos politiques, en tout cas ceux qui nous gouvernent. C'est devenu donc un marché à la bourse où on peut acheter à des prix bien en deçà de l'Arenh, donc de 40 euros des fois. Et là, c'est les concurrents d'EDF qui vont l'acheter. Et du coup, ils n'ont pas une obligation d'achat de l'électricité produite par le nucléaire au prix de 42 euros. Donc forcément, il y a une déstabilisation de l'entreprise et c'est ce qui d'ailleurs aujourd'hui est en train d'être recherché par l'État français auprès de la Commission européenne pour trouver à rehausser donc ce prix de l'Arenh, trouver une solution dans une négociation. Juste pour être bien sûr de comprendre ce que tu dis, si jamais on obligeait, en fait, on ne pouvait pas baisser ce prix de l'Arenh, comme tu dis, de 42 euros. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas acheter en dessous de 42 euros et personne ne pouvait acheter en dessous de 42 euros. Est-ce que finalement, à la fin de la chaîne, le consommateur, c'est-à-dire en gros le citoyen français, il ne paierait pas plus cher sa facture d'électricité? Bien sûr, de toute façon, malheureusement, dans cette situation, on sait qui c'est qui en paye les conséquences. C'est toujours les agents pour l'entreprise et puis les usagers, malheureusement. Et en effet, pour les usagers, on voit bien que d'avoir libéralisé le marché de l'électricité, ça n'a eu que des conséquences d'augmentation du tarif. Pour l'électricité, c'est 35% d'augmentation depuis la déréglementation donc imposée par les dictats européens et les directives qui ont été d'ailleurs adoptées par les gouvernements successifs en France. À l'époque, c'était le président Chirac, ça a été le président Sarkozy, le président Hollande. Personne n'est revenu à la charge sur cette situation qui est dramatique parce que finalement, l'usager en paye les conséquences. 13 millions de précaires énergie quand même. Alors qu'on nous avait vendu l'amodiable que déréglementer le secteur et libéraliser le marché, ça baisserait les tarifs et que ça éradiquerait la précarité énergétique.
Et donc, du coup, le gouvernement, il propose un nouveau projet pour améliorer, a priori, donc, les finances d'EDF et la production aussi et la distribution d'énergie. Donc, c'est le projet Hercule. C'est quoi exactement le projet Hercule? Bah, le projet Hercule, c'est en effet trouver un consensus auprès de la Commission européenne pour pouvoir augmenter le prix de l'Arenh, donc le passer au-delà de 42 euros. Alors, EDF, avec l'État, voulait un corridor avec un prix plancher et a priori, la Commission européenne n'a pas accepté. Elle serait sur un prix fixe qui avoisinerait entre les 45 et 50 euros. Mais en effet, c'est pour améliorer la finance d'EDF, mais pour un seul objectif. C'est pas pour améliorer le quotidien des usagers, surtout pas, ni même améliorer le service public de l'électricité. C'est surtout pour que EDF soit au même niveau que ses concurrents dans cette concurrence donc organisée et voulue par l'État français et puis la Commission européenne. C'est simplement ça la raison. Alors après, le projet Hercule, en fait, c'est un deal. C'est un deal qui est mis sur la table par l'État français, donc proposé par EDF et l'État français à la Commission européenne, en lui disant, voilà, si on discute ensemble et si on trouve une solution pour augmenter le prix de l'Arenh, eh bien, sachez qu'on fera, nous, une réforme de l'entreprise EDF. Donc, c'est ça le projet Hercule. Et en fait, la Commission européenne, elle dit, OK, je veux bien, mais par contre, dans votre réforme, il y a 3 éléments essentiels dont nous souhaitons que vous, comment dire, que c'est pas négociable, quoi. Donc, nous souhaitons que vous mettiez en œuvre. Le premier, c'est une politique énergétique dans la transition énergétique ambitieuse. Donc, EDF, avec l'État, a décidé de fermer les centrales au charbon, de fermer des réacteurs nucléaires, donc 14 d'ici 2035, elle a commencé à fermer 2 réacteurs de Fessenheim, et puis donc d'inscrire dans une loi, c'est ce qu'elle a fait, une politique ambitieuse de transition énergétique, donc réduire sa production nucléaire à 50% d'ici 2035, c'est exactement ce qu'a fait l'État dans sa loi. Donc ça, premier élément. Deuxième élément, c'est de casser l'entreprise, de scinder la production de la commercialisation. Donc c'est ce que propose l'État, d'abord en divisant la production, d'un côté l'hydraulique, de l'autre côté le nucléaire, et puis donc de l'autre côté le commercialisateur EDF qui, de toute façon, devra acheter l'électricité donc au prix de l'Arenh comme ses concurrents. Pour le coup, il n'y aura pas de différence. Et puis donc, le troisième élément, c'est l'hydraulique. Une mise en demeure qui a été posée par la Commission européenne en 2015 par rapport à la gestion des concessions des barrages hydroélectriques, où la Commission considérait qu'en France, il n'y avait pas assez de concurrence, malgré qu'il y ait 3 entreprises, la CNR, l'HM et EDF, et visait essentiellement EDF, considérant qu'il y avait quand même un avantage attribué à EDF. Et bien là, l'État a trouvé une solution, donc de sortir de la gestion de concession dans une quasi-régie qui est en fait laissé le périmètre aujourd'hui à EDF d'hydroélectricité tel qu'il les a, mais en créant une entité à part entière, donc de quasi-régie, qui serait 100% publique demain et dont EDF ne pourrait pas aller candidater sur d'autres barrages qui seront donc eux soumis à la concurrence. Voilà donc le projet Hercule, c'est ces 3 entités. Donc on casse l'entreprise, on crée 3 entités, une bleue, une verte et une azur. Donc la bleue c'est la production nucléaire, mais azur c'est la production hydraulique. Donc azur est dans bleu, mais c'est séparé. Donc 2 entités distinctes, et puis Azur aurait aussi ses comptes consolidés. Et puis Vert, pardon. Et le capital de Vert serait ouvert. Voilà, et le capital de Vert serait ouvert à 30%. 35. Et donc, dans Vert, on aurait l'entreprise Enedis de distribution d'électricité. On aurait aussi toute la direction aujourd'hui qui gère les systèmes électriques insulaires des pays d'outre-mer. On aurait aussi les fonctions centrales, les fonctions support. On aurait donc Dalkia, aujourd'hui, en termes de filiales, on aurait aussi Framatome. Donc, l'entité verte, c'est quoi? C'est une entité qu'on crée pour être armée face à la concurrence. C'est une entité aujourd'hui avec Enedis qui remonte des dividendes à la maison mère EDF. Hein, ça, c'est le cas d'aujourd'hui. Et demain, donc, ces dividendes existeraient toujours. Mais ça permettrait à la maison mère verte d'être plus robuste dans cette concurrence déloyale et non faussée. Donc, on a bien compris qu'il y a une séparation de l'amont et de l'aval
d'accord, du régulé, le système régulé et non régulé. Voilà. Est-ce que l'objectif, c'est pas aussi de la part du gouvernement de séparer en gros les activités qui perdent de l'argent, en gros, c'est-à-dire le nucléaire, et de l'autre côté, de le séparer donc des activités qui en gagnent un peu, comme tu l'as dit, avec notamment Enedis et les énergies renouvelables, et d'ouvrir, enfin, la question c'est pourquoi est-ce qu'ils ouvrent au capital juste celles qui perdent juste celles qui, pardon, sont susceptibles de gagner de l'argent. Ouais, c'est une question qui nous traverse forcément les esprits parce qu'on cherche à comprendre le pourquoi l'ouverture du capital et pourquoi Enedis d'Anvers. On a bien compris de toute façon qu'Enedis aujourd'hui, dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui, fait remonter les dividendes à la maison mère et que demain, ces dividendes qui existeront toujours serviront de bouclier, donc comme je l'expliquais tout à l'heure, dans cette concurrence. Mais ouvrir le capital, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire déjà que la maîtrise publique de la distribution de l'électricité va en prendre un coup. Quand on voit que la présidente Marianne Léniaud se gargarise depuis 2 semaines à dire que Enedis va rester 100% public, ben écoutez, moi, en ouvrant un capital à 30%, je vois pas comment ça reste 100% public. Sauf à se dire que demain, aller chercher des capitaux issus du privé, alors je préfère dire du privé parce que issus du public, on n'a aucune garantie. Donc du privé, c'est aussi donner de la crédibilité à cette entreprise demain dans cette concurrence, de pouvoir en effet faire remonter des dividendes à EDF, mais aussi à ces actionnaires à hauteur de 30% qui seront venus investir au départ de l'argent, qui va forcément donner les moyens à l'entité verte de pouvoir très vite sur le marché de la concurrence être à la pointe. Mais par contre, pour l'avenir, on n'a aucune garantie. Et là où on est inquiet à la fédération, c'est qu'aujourd'hui, Enedis n'a aucun patrimoine. Les réseaux appartiennent aux collectivités locales. Alors en effet, les concessions sont renouvelées un peu partout aujourd'hui dans le pays, mais on a des concessions qui ne le sont pas. Et donc ces concessions, quand elles ne sont pas renouvelées avec le service public de l'électricité, en l'occurrence la filiale d'EDF qui s'appelle Enedis, ça s'en va donc dans le privé et il n'y a aucune garantie de maîtrise publique. Donc c'est le cas par exemple de la collectivité de Lyon. Mais on sait que pour Bordeaux et Toulouse, Enedis a eu du mal quand même à renouveler sa concession. Si ça a été le cas, tant mieux à l'instant où on se parle. Mais qu'en sera-t-il pour l'avenir? Et notamment quand on sait que les collectivités locales ont beaucoup moins d'argent qui descendent des pouvoirs publics. Donc demain, comment vont réagir les collectivités locales? Ben, comme l'actionnaire du privé qui sera dans Enedis à 30%. Et ben, forcément que lui aussi, il voudra de la part du gâteau. Et il voudra toucher des dividendes. Et des dividendes qui lui permettront très certainement demain d'investir à rénover son patrimoine qui est le réseau, et voire à développer d'autres manières demain de pouvoir gérer dans ces collectivités la distribution de l'électricité aux usagers. Et c'est là où on est inquiet. C'est qu'en fait, on a vraiment la maîtrise publique qui est pleinement touchée. Et nous, à la fédération, ce qu'on dit, de manière très claire, c'est que de toute façon, aujourd'hui, on voit bien que l'électricité, ce n'est pas une marchandise, donc il faut en revenir à des choses beaucoup plus simples pour l'usager, mais aussi pour l'intérêt général, c'est de sortir l'électricité, l'énergie de manière globale, du système marchand. Il faut revenir à des choses beaucoup plus, d'intérêt généraux donc autour des services publics. Et là, en l'occurrence, on dit, nous, remettons pour l'énergie un service public de qualité qui réponde à l'intérêt général. J'ai une dernière question, Sébastien. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a annoncé, c'était il y a 2 semaines ou 3 semaines, des coupures d'électricité cet hiver. Elle a mis en cause la pandémie de Covid qui a bousculé en gros le planning de maintenance des réacteurs nucléaires au printemps. Tu es d'accord avec elle? Tu penses qu'il y aura aussi des coupures d'électricité et tu mets la cause sur les mêmes raisons que Barbara Pompili, c'est-à-dire sur les problèmes de maintenance à cause du Covid? Pour moi, il y a plusieurs causes. La première que je mettrai en avant, c'est la fermeture de la centrale de Fessenheim et des 2 réacteurs qui, cet hiver, auraient pu être exploités et donc mis sur le réseau
pour pallier à la réponse aux besoins des usagers en matière d'électricité. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est les centrales au charbon. Je rappelle qu'elles émettent moins de 1% de CO2 dans l'atmosphère. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a fermé des sites industriels qui auraient pu, de manière transitoire, c'est pour ça qu'on avait demandé un moratoire au gouvernement français, qui auraient pu, de manière transitoire, dans des périodes de froid, de grand froid ou de grand chaud, venir justement équilibrer un système de réseau qui, de par la réponse aux besoins, pour éviter d'effacer, donc d'envisager des coupures qui auraient pu venir justement pallier à cette difficulté. C'est d'ailleurs leur fonction jusqu'à présent, puisqu'elles étaient là pour venir faire la pointe. Et puis, en effet, il y a cette période de crise pandémique qui a touché forcément les équipes dans les centrales, et donc il a fallu reporter, glisser sur le planning de maintenance nationale certains réacteurs qui auraient dû être arrêtés pour maintenance, et donc ça sera fait plus tard. Mais je pense quand même que notre système aujourd'hui a besoin d'une production d'électricité pilotable. L'énergie nucléaire est une électricité produite par des outils qui sont pilotables, ce qui n'est pas le cas pour les énergies renouvelables. D'ailleurs, pour cet hiver, on n'en parle pas du tout des énergies renouvelables. On ne parle pas du tout de l'éolien, on ne parle pas du tout du photovoltaïque, parce que de toute façon, en période de grand froid, on sait très bien que cette production d'électricité ne pourra pas venir opérer à l'équilibre du réseau et venir se substituer au manque qui sera de manière générale avéré. Voilà. Et penser la décroissance de la consommation énergétique, c'est aussi une possibilité ou pas à plus long terme ou à moyen ou à long terme. Là, effectivement, pour cet hiver, on est un peu pieds et poings liés on est obligé, en gros, de produire, ne serait-ce que pour les chauffages. Mais de toute façon, le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que il est difficile de lire dans le mar de café ce que va être l'hiver 2021-2022, ce que pourrait être l'été 2021. C'est compliqué. On voit bien que le réchauffement climatique a totalement bouleversé les saisons. Et donc, aujourd'hui, c'est compliqué de pouvoir gérer cette situation. Maintenant, en effet, pour justement lutter contre ce réchauffement, il y a besoin de politiques ambitieuses. Et c'est là où on n'est pas d'accord avec la politique énergétique que le gouvernement français est en train de vouloir mettre en œuvre. Il faut en effet que tout le monde soit mobilisé pour lutter contre le réchauffement climatique, mais avec des politiques qui le permettent. Et se dire aujourd'hui que la filière industrielle du nucléaire n'est pas une énergie qui demain pourra lutter contre le réchauffement climatique, eh ben, c'est une véritable connerie. Excusez-moi du mot, mais c'est une véritable connerie. Je pense en effet que la France a besoin d'un mix énergétique, ça c'est sûr, où les énergies renouvelables ont toute leur place, c'est vrai, mais il faut surtout que la France, elle ait une production d'électricité pilotable. Oui, mais tu peux toujours imaginer en fait qu'il y a une décroissance de la consommation énergétique, notamment par exemple par la rénovation des bâtiments, une meilleure que thermiquement ils soient plus efficients, etc. C'est vrai. Mais quand on se dit ça, on se dit aussi que l'habitat en France, il est géré de plusieurs manières. Il y a les propriétaires et il y a les locataires. Déjà, tous ceux qui sont locataires, malheureusement, ils dépendent de ceux qui, aujourd'hui, ont la propriété et donc des travaux qu'ils pourront engager. Il y a peut-être des aides qui permettent aujourd'hui d'engager des travaux, mais en attendant, ça ne suffit pas. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de bâtiments, et notamment les logements sociaux, qui sont des vrais passoires énergétiques. Et moi, je n'ai pas vu, depuis ces 10 dernières années, des choses concrètes qui sont venues améliorer le quotidien. Et ça, la France, elle a besoin de se doter aussi d'une politique ambitieuse. Donc, il y a des solutions, très certainement, mais il faut voir ça sur le long terme. On ne peut pas, d'un coup d'une baguette magique, par une loi de transition énergétique, faire croire à la France entière que demain, tous les foyers seront équipés d'outils et puis de matériaux qui vont être en capacité demain de
de pouvoir améliorer leur habitation. Oui, mais sur le long terme. À moyen terme, ça nécessite de l'investissement financier que tout le monde n'a pas. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à vous.